la conférence de Natacha, qui était donc prévue le 24 avril. Natacha s'est désistée, et donc nous avons eu la chance que Gauthier Chal, qui était sur notre liste de conférenciers attendus dans les prochains mois, voilà, accepte de la remplacer à cette date-là. Et donc nous sommes très contents de le voir aujourd'hui parmi nous. Il est à Brest, et c'est pour ça que c'était difficile de le faire venir en présentiel. Voilà. Et comme, donc vraiment je le remercie d'avoir accepté cette invitation de dernière minute. Et comme il était invité par Kelly Godard, une de ses anciennes étudiantes, je vais tout de suite lui passer la parole, et c'est Kelly qui va vous le présenter. Merci Anne-Marie. Donc merci Gauthier d'avoir accepté cette invitation pour une conférence des mercredis de la connaissance au laboratoire. Donc Gauthier Chal est un chercheur au sein du LEMAR, donc il y a un laboratoire pluridisciplinaire. Il y a autant des écologistes, des biologistes, des biogéochimistes, des chimistes. Donc un laboratoire à Brest, au Technopole de Brest, mais il est aussi enseignant-chercheur, comme l'a dit Anne-Marie. Donc il est maître de conférence à Brest, à l'Université de Bretagne occidentale, donc à l'UBO, autant dans les masters que dans les licences. Donc j'ai eu la chance de l'avoir entre 2015 et 2020. On est déjà en 2024, donc ça passe vite. Et donc lui, il a fait aussi une partie de ses études au niveau de Sorbonne, mais pas à Banyuls. Il a fait son doctorat à Roscoff, si je ne me trompe pas, sur les laminaires, en tout cas sur tout ce qui est réseau trophique au sein des laminaires, donc de ces macroalgues. Et ensuite, il a fait un postdoc au niveau de l'Afrique du Sud. Il a beaucoup voyagé, il a travaillé en Afrique du Sud, au niveau du Mexique, si je ne me trompe pas non plus, du Gabon, Mayotte. Et donc lui, essentiellement, il travaille sur les réseaux trophiques, donc les réseaux alimentaires. Et donc là, la conférence d'aujourd'hui, c'est Ça chauffe, climat et biodiversité marine. Et donc il va pouvoir parler du coup de l'impact des changements globaux, du changement climatique sur la biodiversité marine. Et on sait tous que depuis même 2 ans, j'ai envie de dire, et l'année dernière, ça a été une année très très chaude qui n'a jamais été recensée auparavant. Et donc, cette année très chaude, on a ressenti cet impact surtout dans les Pyrénées-Orientales. Il y a très peu d'eau, il fait très chaud, donc on ressent cette canicule, mais aussi cette canicule marine, on en parle un petit peu moins. Et donc, il fait très chaud aussi dans l'eau, et il y a des impacts au niveau des écosystèmes marins, et donc c'est ce il va nous en parler là maintenant. Et donc, je le remercie pour ça. Merci beaucoup, Kelly, pour cette introduction. J'ai presque plus rien à dire, en fait, puisque tu as presque évoqué l'intégralité du plan de ma présentation. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous d'être ici pour venir m'écouter. Alors, pour préciser quelque chose, en fait, effectivement, j'ai fait mes études à Sorbonne, mais j'ai eu l'occasion de venir à Banyuls. Et je suis notamment venu durant mon master et durant ma thèse également. Si j'ai fait ma thèse à Roscoff, c'était en collaboration avec une équipe du laboratoire Arago. Ça remonte un petit peu parce que j'ai calculé ma dernière venue à Banyuls, ça remonte à 15 ans. Mais j'en ai toujours un très bon souvenir et c'est extrêmement frustrant pour moi de vous parler depuis Brest, même si effectivement Anne-Marie a pu me dire qu'il y avait une grosse tramontane en ce moment qui n'est pas mon meilleur souvenir sur place. Donc effectivement, je vais vous parler aujourd'hui de changement climatique et de biodiversité marine. Alors une chose qui est très importante avant que je commence, et notamment lorsqu'on parle de ce genre de sujet, c'est que je vous présente un petit peu qui je suis et notamment parce que je vais aborder des sujets qui font l'objet d'un certain nombre de controverses, voire même de contre-vérités dans la mesure où sur ces sujets, on a parfois l'impression que dans le débat public, une grande partie des gens expriment leurs opinions comme étant des faits scientifiques. Donc, je vais être extrêmement clair vis-à-vis de ça. En ce qui me concerne, je ne suis pas climatologue, hein, Kelly l'a dit. Je fais de l'écologie marine, c'est-à-dire que je m'intéresse aux interactions entre les organismes marins et leur environnement. Donc, mon champ d'expertise scientifique va aller de certains aspects de la physiologie jusqu'à de l'écologie un petit peu à plus grande échelle. Alors, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a un champ d'expertise scientifique qui est forcément assez spécialisé, puisque j'ai une activité de chercheur qui implique que je vais m'intéresser à des questions qui sont extrêmement précises pour essayer de faire évoluer le champ de connaissances sur un domaine. Et ben en fait, je vais toujours, vous allez voir que je vais le faire systématiquement dans ma présentation, me baser sur des documents scientifiques
qui ont été publiés, qui ont été évalués selon les standards de la pratique scientifique. Donc, vous verrez que dans quasiment toutes mes diapositives, à partir du moment où je vous présente un résultat scientifique, vous aurez la référence qui est associée. Vous verrez qu'il s'agit à chaque fois de publications scientifiques qui font autorité dans le domaine. Et évidemment, si certains d'entre vous souhaitent avoir accès à ces documents, je les tiens à votre disposition. Vous avez mon adresse email ici sur cette diapositive et je répondrai à tous les messages pour des compléments d'information. Alors, c'est peut-être un petit peu une déformation professionnelle, hein, comme Kelly a pu vous le dire. Je suis enseignant en général. Lorsqu'on est enseignant, on commence toujours à traiter d'un sujet par un certain nombre de définitions, et je pense que c'est pas inutile de le rappeler dans ce cadre, notamment parce qu'on entend souvent un certain nombre de confusions sur la définition de ce qu'on appelle souvent ce qu'on appelle le changement global. On fait parfois un petit peu l'amalgame entre changement global et changement climatique, alors qu'il s'agit de deux choses différentes. Le changement global, en fait, est un terme qu'on utilise très communément dans le débat public aujourd'hui en France et dans le monde, et qui définit en réalité quelque chose de très précis. Le changement global, c'est un concept qui va se décliner en cinq facettes. Hein. Donc, il y a le changement climatique qui fait partie de ce changement global, les pollutions, les introductions d'espèces exotiques, la surexploitation des ressources et la destruction des habitats marins. Et c'est la somme de ces 5 aspects qui va être constitutif du changement global. C'est pas inutile de rappeler que le terme global dans le changement global ne fait pas du tout référence à l'échelle à laquelle il s'exprime, à l'échelle mondiale. Le global, en fait, va venir nous indiquer qu'en fait, ces changements vont s'exprimer sous une diversité de formes et que donc les écosystèmes, qu'ils soient marins comme terrestres, vont être affectés par une diversité de pressions. Alors, je dirais, j'ai de quoi vous tenir un an sur ces sujets s'il faut. Aujourd'hui, on va forcément focaliser. Je vais un petit peu me cantonner, complètement me cantonner aux aspects climatiques. Et Kelly l'a dit, effectivement, on vient de vivre certaines des années les plus chaudes du monde. Et en réalité, même, on vient de vivre l'année 2023 a été la plus chaude depuis qu'on enregistre des données météorologiques. Hein. C'est le document que je présente ici, c'est issu du dernier rapport de l'Organisation météorologique internationale qui a été publié en mars dernier, où vous voyez l'évolution depuis des températures depuis l'ère pré-industrielle, hein, qu'on établit classiquement aux années 1850, et l'année 2023, elle se situe ici. Donc, on a vécu une année, toutes les estimations, tous les observatoires sont d'accord pour arriver à la conclusion que l'année qu'on vient de vivre est l'année la plus chaude jamais enregistrée. Alors, ces températures qui augmentent au fil du temps, elles vont affecter l'intégralité de la planète, et en particulier l'intégralité de l'océan mondial, mais pas de manière homogène. Et c'est ce que vous pouvez voir sur cette figure ici, hein, qui est en fait une synthèse des anomalies de température entre 1993 et 2019. Donc concrètement, quelles sont les variations de température entre 1993 et 2019, telles qu'elles ont été établies par 5 institutions différentes, deux institutions américaines, une institution japonaise et une institution chinoise. Et vous voyez bien que en fait, tout le monde est à peu près d'accord. Et vous pouvez trouver des petites différences ici ou là. Mais sur ces figures, vous voyez, avec une code couleur relativement intuitif, hein, plus on est rouge foncé, plus on a une augmentation des températures qui est marquée, et plus on est bleu foncé, plus on a une diminution des températures qui est marquée. Donc vous voyez que cette augmentation des températures, elle concerne l'intégralité de l'océan, mais il subsiste néanmoins un certain nombre de zones qui ont tendance à se refroidir. On a par exemple une zone ici au milieu de l'Atlantique qui est caractérisée par une baisse assez importante des températures. On a d'autres zones dans le Pacifique où on observe la même chose. C'est des choses qui s'expliquent par les grands courants océaniques. Je ne vais pas rentrer spécialement dans le détail. Mais on a donc cette échelle qui est mondiale à laquelle cette augmentation des températures s'exprime. Alors, j'insiste pour une chose, c'est que on peut entendre différentes choses, notamment lorsqu'on allume un certain nombre de chaînes de télévision.
La question de l'augmentation des températures, la question du réchauffement climatique ne fait l'objet d'absolument aucune discussion, même chez les pires climato-sceptiques, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il n'y a pas grand-chose dans ce bas monde qu'on sait mesurer aussi précisément que de la température. Donc, vous avez tous des appareils chez vous qui vous permettent de mesurer de la température, on appelle ça un thermomètre, et ça fait l'objet d'absolument aucune discussion. Ce qui ne fait pas non plus l'objet de discussion, c'est la responsabilité de l'homme dans cette augmentation des températures. Hein. L'intégralité de la communauté des climatologues dans le monde s'accorde à estimer que la plus grande responsabilité dans ce réchauffement de l'océan est liée à l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone atmosphérique, qui a pour origine la combustion des fluides fossiles, le pétrole, le gaz et le charbon. Alors ça induit sur l'océan effectivement un réchauffement, mais ça induit pas uniquement un réchauffement. En fait, vous avez des effets en cascade qui vont se produire. Vous avez notamment la question de l'acidification des océans. Hein, en fait, ce CO2 qui est libéré par la combustion des fluides fossiles, il va ensuite être absorbé par l'océan et en même temps qu'une augmentation de la température, il va déplacer un certain nombre d'équilibres chimiques pour aboutir à une acidification des océans. Ça pose des problèmes assez importants, je ne vais pas revenir dessus, parce que ça prendra un petit peu plus longtemps, mais c'est évidemment quelque chose d'important. Deuxième chose, c'est que cette augmentation des émissions de carbone, de CO2 atmosphérique, elle va aboutir à une augmentation du niveau de la mer, qui est pas négligeable, qui s'accroît, essentiellement par deux mécanismes. Hein. Tout d'abord par la fonte des glaces terrestres, donc notamment la calotte glaciaire au-dessus du Groenland, qui fond parce que les températures atmosphériques se réchauffent. Et un autre aspect qu'on oublie souvent, mais qui est pas anodin, ça représente à peu près 40% de l'augmentation du niveau de la mer, c'est que plus que l'océan est plus chaud, il va être plus dilaté, et en fait la dilatation de l'océan joue également un rôle qui est assez important. Et puis, dernière chose, et je reviendrai un petit peu dessus dans ma présentation, ce réchauffement de l'océan, il va aussi bouleverser complètement le fonctionnement hydrologique. Donc les grands courants et notamment l'occurrence et l'intensité d'événements extrêmes et notamment d'événements tempétueux. Alors nous, par exemple, en Bretagne, là, on vient de voir s'enchaîner depuis la grande tempête de novembre, on a vu s'enchaîner 7 tempêtes. On s'en sort plus. Et c'est des choses effectivement qui ont vocation à devenir de plus en plus régulières au cours du temps. Donc voilà, c'était un petit peu juste une petite présentation avec quelques définitions, et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein, le sujet qui nous intéresse ici, qui sont les effets du réchauffement de l'océan sur les organismes marins. Alors effectivement, bon, alors, moi je vis en Bretagne, donc mon terrain de jeu il est juste là, alors vous ne le voyez pas, mais c'est à 200 mètres devant moi, j'ai la mer. La mer, lorsque vous êtes en Bretagne, c'est un milieu qui est extrêmement variable, notamment parce qu'on commence à avoir de la marée. Donc on va avoir des organismes qui, tous les jours, ils vont être tantôt dans l'eau n'est pas particulièrement chaude ici, tantôt en dehors de l'eau, et il peut parfois faire, je vous promets, relativement chaud en été, lorsqu'il pleut pas pendant quelques jours. Donc on a des organismes qui sont habitués naturellement à subir d'énormes variations de température, des variations de salinité quand ils sont hors de l'eau et qu'ils prennent de la pluie. Donc on a quelque part un petit peu des durs à cuire pour des organismes marins. Donc il y a une question qui est parfaitement légitime, c'est, je vous ai montré tout à l'heure un graphique et je vous ai dit l'océan a pris 1,5 degré depuis l'ère pré-industrielle. On pourrait se dire, mais 1,5 degré, qu'est-ce que c'est en fait? C'est rien pour ces organismes. Mais en fait, c'est pas rien. Je vais vous donner juste un exemple qui est un petit peu anecdotique, mais c'est pas tant que ça anodin. Un exemple sur une espèce qui nous tient à cœur, hein, en Bretagne, qui est l'ormeau que vous voyez ici. Elle nous tient à cœur essentiellement parce que c'est quelque chose d'extrêmement. Alors j'ai perdu ma souris, je sais pas où elle est, c'est pas grave. C'est une espèce qui est extrêmement bonne à manger, qu'on trouve régulièrement, sur les estuaires lors des grandes marées. Et cet ormeau en Bretagne, partout dans son aire de distribution, si vous regardez les micro-organismes que vous pouvez trouver, vous allez trouver cette bactérie là qui est ici sur la petite figure, qui s'appelle Vibrio arvei, qui est une bactérie qui va infecter ces ormeaux. Alors ils sont porteurs de cette bactérie, ça les gêne pas plus que ça. Et en fait, on s'est rendu compte, notamment lors d'événements de forte mortalité qui ont eu lieu au début des années 2000,
que cette bactérie, elle avait un seuil de température au-delà duquel elle devenait extrêmement virulente et allait causer des mortalités massives d'ormeaux. Et on s'est mis à observer des mortalités d'ormeaux. Vous voyez sur la figure ici, c'est pas une image de Bretagne, mais c'est à peu près la chose qu'on pouvait voir. Tout simplement parce que cette bactérie, elle a un seuil de température, c'est-à-dire qu'à 17 degrés, vous voyez sur la figure ici, à 17 degrés, ça pose aucun problème aux ormeaux d'être affectés. Et dès que vous passez 18 degrés, la bactérie va rentrer dans un cycle de virulence et causer la mort de 80% des ormeaux infectés. Donc, faut pas se dire que allez, 0,1 degré de plus, 0,2 degrés de plus, c'est pas grand-chose. En fait, vous avez des effets de seuil qui existent comme ça et qui peuvent aboutir à des conséquences assez dramatiques. Alors, je disais c'était un petit peu anecdotique, mais pour insister sur le fait que de faibles variations de température peuvent parfois avoir des effets qui sont importants. De manière générale, le principal effet des variations du réchauffement de l'océan, il est lié à une notion qui est relativement simple à comprendre, c'est ce qu'on appelle la notion de niche thermique. Les organismes marins, mais vous aussi, vous et moi aussi, on est caractérisés par une niche thermique. C'est-à-dire qu'il y a une plage de température qui est représentée là au milieu, dans laquelle on va être parfaitement à l'aise. C'est-à-dire qu'on va exprimer nos capacités, nos capacités physiologiques de la meilleure des manières. Si vous prenez une moule, par exemple, elle va être très très bien, je dis au hasard, entre 12 et 20 degrés, elle va croître de manière optimale et elle va arriver à se reproduire de manière optimale. Et puis, lorsqu'on s'éloigne un petit peu de cette plage de température, que ce soit dans le chaud ou dans le froid, on va arriver dans une plage de performance suboptimale, c'est-à-dire que votre organisme ne va pas forcément mourir, mais la température va représenter un stress qui va faire que soit il va moins bien croître, soit il va moins bien se reproduire. De la même manière que moi, quand vous me mettez au-dessus de 25 degrés, je commence à transpirer beaucoup, je commence à ne pas être très à l'aise. Et puis, si vous me mettez en dessous de 0 degré, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement et je vais pas être aussi efficace que si je suis dans ma plage de température optimale. Puis évidemment, si on s'écarte encore plus, là, on va arriver dans une plage qui est incompatible avec la survie des espèces. Ou simplement, si vous mettez une moule dans une eau à 0 degré, elle va mourir. Et si vous mettez une moule dans une eau à 50 degrés, elle va cuire. Donc, elle va mourir aussi. Et en fait, cette zone-là, entre les extrémités basses et hautes de cette plage de performance suboptimale, c'est ce qu'on appelle la niche thermique. C'est-à-dire la plage de température dans laquelle votre espèce est potentiellement capable de survivre et de se reproduire plus ou moins bien. Or, évidemment, si on a un réchauffement global des températures, les températures vont changer et potentiellement faire entrer certaines zones qui étaient dans cette plage de performance suboptimale et faire entrer dans cette plage d'incompatibilité. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe très très bien. En fait, on observe à l'échelle mondiale un déplacement des populations marines vers les pôles, donc vers le pôle nord dans l'hémisphère nord et vers le pôle sud dans l'hémisphère sud. Tout simplement parce que pour retrouver ces conditions thermiques qui leur sont favorables, les espèces vont devoir aller vers des latitudes de plus en plus élevées qui vont leur permettre d'exprimer leur capacité au maximum. Alors, à noter que ce déplacement des populations, lorsque vous avez des espèces qui sont très mobiles, elles vont se déplacer, elles, activement. Si vous avez des poissons, par exemple, des mammifères marins, ils vont être capables de se déplacer pour aller trouver les bonnes conditions. Lorsque vous avez des animaux qui sont fixés, je reviens sur la moule de tout à l'heure, la moule, si elle est fixée, elle va naître et mourir au même endroit. Mais par contre, tous ces organismes sont capables de se disperser, c'est-à-dire qu'ils vont produire des larves et les larves vont partir dans la colonne d'eau. Et ce qu'on va observer, c'est que les larves qui vont partir au nord, si je reste dans l'hémisphère nord, vont du coup mieux coloniser les habitats et donc de génération en génération, la population va se déplacer un petit peu vers le nord. Et ça, je vous le disais, on l'observe très bien dans le laboratoire où je travaille. Ici à Brest, il n'y a pas une année depuis que j'y suis où on ne trouve pas des espèces qu'on ne connaissait pas pour la zone, des espèces qui étaient connues dans le golfe de Gascogne mais qu'on n'avait jamais vues à Brest. On les voit apparaître. Donc, il y a plein de données qui existent. J'en ai pris une au hasard, avec des exemples de deux espèces de Saint-Pierre. Alors, c'est apparenté au Saint-Pierre, c'est pas celle qu'on consomme. Le Saint-Pierre rosé et le Saint-Pierre argenté, avec leur tête si particulière. Et vous voyez sur le graphique de droite,
En vertical, les latitudes où on va trouver l'espèce en moyenne, et puis en axe des abscisses, horizontal, vous allez avoir les années. Et vous voyez que plus ça va, plus on va avoir tendance à trouver des espèces qui sont vers le nord. La carte de l'Europe occidentale ici est juste là pour donner une idée d'à quoi correspondent ces latitudes. Donc en gros, là où en 1962, on avait trouvé notre Saint-Pierre rosé au niveau de la latitude du détroit de Gibraltar, 30 ans plus tard, on va en trouver au sud de l'Irlande. C'est énorme, hein. J'imagine que vous mesurez ça, mais on parle de plus de 15 degrés de latitude. Donc c'est vraiment des différences de distribution qui sont absolument colossales. Donc on a les populations qui vont se déplacer. Donc les populations, elles, se déplacent, mais si vous restez à un endroit, ce qu'on va voir, ce qu'on va observer, c'est qu'on va avoir un changement complet des communautés. Et c'est des choses qui ont notamment été bien documentées, avec un exemple au Japon. Alors je vais vous faire voyager un petit peu dans ma présentation. On est ici dans la baie de Tosa, là, sur cette petite île du sud du Japon, et vous voyez la même zone photographiée entre 1990 et 2013. Vous avez ici 1990, un très beau champ de laminaires, qui sont des algues très chères à mon cœur, comme qui vous l'a dit. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, ça intervient assez vite. En 7 ans, on voit clairement que le champ de laminaire devient en très mauvais état. Alors, en l'occurrence, c'est même plus la même espèce. On est passé d'une laminaria à une éclonia, avec un champ qui devient très peu dense. Et puis, les grandes algues qui disparaissent complètement. Et en 2013, on va avoir cette fois-ci l'apparition de corail. Donc, c'est un exemple qui illustre très bien une notion qu'on a découvert avec ce mécanisme. On parle de tropicalisation des écosystèmes, là où les écosystèmes qui étaient tempérés vont tendance de plus en plus à voir apparaître des espèces qui étaient à l'origine inféodées aux écosystèmes tropicaux. Donc on a les espèces du sud qui vont remonter vers le nord, mais on a aussi les espèces qui sont plutôt du nord qui vont disparaître. Et ça, c'est des choses qu'on est capable d'observer et qu'on est capable aussi d'anticiper en fait en les modélisant, sachant qu'on connaît les plages de température des différentes espèces, qu'on a une idée assez précise des températures qu'il va faire dans l'océan sur les 100 prochaines années, on est parfaitement capable de le faire. Et là, je vous montre la prochaine étude, qui est une étude qui est toute récente, qui vient d'être publiée par une ancienne étudiante à moi, Lotta Schulz, qui montre pour 14 espèces de mollusques qui sont menacées. Ce sont toutes des espèces qui font l'objet de préoccupations de conservation et qu'on va trouver en Méditerranée, qui essayent d'anticiper comment vont évoluer les conditions en Méditerranée. Alors, vous voyez ici sur le graphique d'en haut les conditions actuelles. On voit qu'il y a des zones qui ne sont pas propices pour ces espèces. En rouge ici, entre la Grèce et la Turquie, où les conditions thermiques ne sont pas adéquates, sans doute parce qu'il fait trop chaud. Par chez moi ici, les conditions ne sont pas adéquates pour une autre raison, c'est parce qu'il fait trop froid. Et vous voyez qu'on va trouver le maximum de ces espèces entre le bassin central et le bassin occidental de la Méditerranée. Quand c'est vert, c'est que vous avez 100% des 14 espèces qui sont présentes. Et puis, en essayant de considérer sur la base des différents scénarios établis par le GIEC, avec un scénario intermédiaire, qui est sans doute aujourd'hui un petit peu optimiste, on risque d'être pire que le scénario intermédiaire, en 2050, vous voyez très clairement qu'il y a une aggravation des conditions pour ces espèces d'intérêt de conservation. Vous voyez qu'il y a quasiment plus de verre. Il y a encore un petit peu de verre dans le golfe du Lion. Vous avez de la chance. Donc, il y a de fortes chances que toutes ces espèces ici soient amenées à moyen terme à disparaître de la mer Méditerranée. Et puis, vous voyez, à 2100, avec un scénario pessimiste, on aura des espèces qui auront quasiment totalement disparu de la mer Méditerranée. Et chose intéressante, et je vous dis merci, c'est qu'on voit que ici, dans le nord du golfe de Gascogne, on commence à voir apparaître des conditions qui sont propices à l'établissement de ces espèces qui étaient à l'origine méditerranéenne et qui vont devenir potentiellement adaptées à la vie dans le golfe de Gascogne. Alors encore faut-il qu'elles arrivent à le coloniser, c'est une autre question. Donc en fait, cette disparition des espèces au niveau de leur limite sud de répartition, parce qu'elles vont partir vers le nord, c'est un mécanisme qu'on appelle la déboréalisation. C'est pas très beau comme mot, mais c'est le terme qui a été choisi. Alors, je vais revenir sur l'exemple précédent, l'exemple du Japon, pour une raison toute simple, c'est que c'est des résultats qui sont assez impressionnants. J'ai passé d'une forêt de grandes algues à un récif corallien en l'espace de 23 ans, c'est quelque chose d'assez monstrueux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les organismes ne sont pas égaux face à ces mécanismes, et que vous allez en avoir qui vont
être relativement peu sensibles à ces variations de température, qui vont pas forcément beaucoup remonter vers le nord, et puis d'autres qui vont être beaucoup plus sensibles. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est pas simplement que on va avoir un décalage vers le nord de tout le monde, c'est qu'il y en a qui vont monter, il y en a qui vont pas monter ou qui vont monter moins vite. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va pas simplement avoir un déplacement des communautés, mais on va avoir une modification des communautés. Et là, en l'occurrence, si tout ça est arrivé tellement vite, c'est pour une raison assez simple, c'est que les premières espèces tropicales qui ont commencé à coloniser ce milieu, ben, c'est ces petits poissons, les Echiposus et les Siganus, qui sont des poissons herbivores. Et donc, en fait, on se rend compte que par la migration de ces quelques espèces de poissons, ces poissons se sont jetés sur cette nourriture qu'ils connaissaient pas et qu'ils ont beaucoup appréciée. Et en fait, on a abouti à un déséquilibre des relations écologiques. Il faut imaginer que les écosystèmes, en réalité, c'est un réseau d'interactions et que c'est la somme de toutes ces interactions dans une forme d'équilibre dynamique qui va aboutir à cet équilibre qu'on peut observer. Donc en fait, cette migration vers les pôles des populations marines, elle est à l'origine de déséquilibres liés au fait que certaines espèces vont migrer plus vite que d'autres. Alors, donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les interactions entre espèces sont extrêmement importantes pour comprendre les effets des changements d'aire de distribution en lien avec le changement climatique. Mais tout ceci, si je rajoute encore un niveau de complexité, va également interagir avec les activités humaines. Et cette fois-ci, je vous emmène au sud de l'Australie. Vous avez ici sur cette carte, là, vous avez le sud de l'Australie et ici la Tasmanie. Et vous avez donc là-bas des très très beaux milieux rocheux avec des très belles laminaires, qui sont des éclonias qu'on voit ici. Et c'est des zones qui sont exploitées très fortement parce qu'on y trouve beaucoup de langoustes et que les Australiens et les Tasmaniens sont très friands de ces crustacés, ils ont bien raison. Mais on a observé, avec l'augmentation des températures, une migration, alors vers le sud cette fois-ci, parce qu'on est dans l'hémisphère sud, de cet oursin ici que vous avez ici, le Centrostephanus rogersi, qui est lui aussi évidemment extrêmement friand, comme la plupart des oursins, de ces grandes algues. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que, en fait, les langoustes qui sont pêchées par les gens, elles sont capables de se nourrir sur ces oursins. Donc, dans les zones qui sont en réserve, c'est-à-dire où la pêche est interdite, on se rend compte que la présence de ces langoustes va limiter la population d'oursins et va concourir au maintien de ces grandes algues. Le maintien de ces grandes algues, il est essentiel parce que c'est un support de biodiversité, c'est des espèces qui vont former un habitat, on parle d'espèces ingénieurs. Et donc, finalement, cette espèce va largement concourir au maintien de cet écosystème en luttant contre les effets délétères de ces changements d'aire de répartition. Donc, vous voyez ici, quand vous avez une réserve qui a été établie suite à l'invasion des oursins, il y a relativement peu de langoustes, mais elles font quand même leur boulot en maintenant des populations relativement importantes. Lorsque la langouste était déjà là, parce que la réserve existait avant que les oursins arrivent, ben en fait, les oursins sont limités à des populations très, très faibles. Et puis, évidemment, quand il n'y a pas d'oursins, ça va très bien pour les algues. Mais là, on voit que dans les zones qui ne sont pas en réserve, c'est les zones où il y a de la pêche pour ces langoustes. En fait, à partir du moment où les oursins arrivent, ils vont avoir cette capacité à limiter, voire même à éradiquer ces algues, et donc avec des effets en cascade. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez compliquées, il faut bien imaginer. Les espèces migrent, et puis elles vont interagir différemment, elles vont interagir également avec l'homme. C'est difficile d'établir un schéma qui soit valable partout, tous les cas sont un petit peu particuliers, mais on se rend bien compte que tous ces éléments vont interagir entre eux. Alors, il y a la migration vers le nord, mais ce n'est pas la seule chose. Il y a également la migration en profondeur. Si vous nagez, vous vous rendez bien compte, si vous faites une coulée, que l'eau est plus fraîche en profondeur. Et c'est également quelque chose qu'on observe. On observe des espèces qui vont, avec le temps, tendance à être retrouvées de plus en plus profondes. Là, je vous mets cette fois-ci les résultats d'une étude qui a été réalisée en mer du Nord, où on a des suivis très réguliers. On a toujours des navires scientifiques qui vont pêcher du poisson pour essayer d'évaluer les stocks. Et on s'est rendu compte qu'au cours des 25 dernières années, toute cette liste de toutes les espèces que vous avez représentées ici, toutes celles qui sont en noir, ont migré de manière significative vers des eaux qui sont plus profondes, alors à l'exception de ces deux-là que j'ai retirées,
Et ça représente des espèces qui sont pas anodines, hein. Vous avez du merlan, vous avez de la morue, vous avez de la baudroie, du lieu noir, de la cardine, de la julienne. C'est des espèces que vous connaissez, que vous avez tous déjà mangées, pour ceux d'entre vous qui mangent du poisson, avec des valeurs qui sont importantes, hein. Si je prends ici, je sais pas, par exemple, l'arrêt bouclé ici, on est de l'ordre de 10 mètres de profondeur par décennie. 10 mètres de profondeur par décennie, c'est quelque chose d'énorme. Faut imaginer, si vous extrapolez sur 100 ans, c'est-à-dire que l'espèce, on va la retrouver 100 mètres plus profondément. Donc, on va retrouver exactement le même type d'effet, c'est-à-dire que les espèces vont aller plus profond. En allant plus profond, elles vont interagir avec d'autres espèces. Ça va potentiellement euh, causer un certain nombre de déséquilibres écologiques. Et en descendant plus profond, ces espèces, elles vont se heurter à un autre problème, qui est que le changement climatique, il a évidemment pour conséquence de réchauffer l'océan. Mais en réchauffant l'océan, il va avoir une autre conséquence qui est l'apparition de zones qu'on appelle des zones de minimum d'oxygène. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'océan, vous avez, à la surface, là où vous avez de la lumière, vous avez du phytoplancton, donc la fraction végétale du plancton. C'est des plantes, hein, unicellulaires, ce phytoplancton, lorsqu'il va mourir, il va tomber au fond de l'eau, et dans sa chute, qui est très lente, il va être consommé par des bactéries. Les bactéries qui vont consommer tout ce qui est mort. Et ces bactéries, c'est des organismes vivants. Et donc, elles vont, comme tous les organismes vivants, respirer, et en respirant, elles vont consommer de l'oxygène et produire du dioxyde de carbone. Et il se trouve que l'augmentation de la température de l'océan, ça stimule la croissance bactérienne. C'est un mécanisme que tout le monde connaît. Si vous laissez des aliments en dehors du frigo, vous allez stimuler la croissance bactérienne. Et si vous les mangez après quelques jours, vous êtes bon pour une bonne maladie. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'océan. C'est vu que l'océan est plus chaud, les bactéries vont plus consommer cet oxygène. Et on va voir ces zones de minimum d'oxygène devenir de plus en plus importantes jusqu'à devenir absolument monstrueuses. Et aujourd'hui, vous en avez un certain nombre qui sont énormes dans l'océan, avec notamment tout ce qui concerne l'ouest du Mexique, pardon, l'ouest du Pérou, deux très grosses zones de minimum d'oxygène, le nord de l'océan Indien, et puis la mer Noire, qui est quasiment une mer morte aujourd'hui. Et évidemment, ces zones, vous n'avez plus d'oxygène. Donc, la plupart des espèces animales sont incapables d'y survivre. Donc, quelque part, la température va les pousser vers le fond, mais vers le fond, l'oxygène les empêche de continuer leur descente. Donc, ils se retrouvent quelque part un peu pris entre Caraïbes des Scylla à avoir leur zone d'habitat favorable qui va devenir de plus en plus compressée. C'est des choses qu'on observe déjà, notamment sur les requins qui sont capables d'aller plonger très profondément pour se nourrir. Et on se rend compte qu'avec l'extension de ces zones de minimum d'oxygène, ces requins, ils vont avoir tendance à plonger de moins en moins profond. Et puis, vous voyez, il y a plein de petits points rouges ici sur cette figure, des zones hypoxiques qui correspondent dans les faits un petit peu à la même chose que les zones de minimum d'oxygène, hein. C'est des zones où on n'a plus d'oxygène, mais pour des raisons différentes. C'est-à-dire qu'en fait, ces zones hypoxiques, elles vont aussi se développer lorsque vous avez beaucoup d'apports en matière organique et une température élevée qui favorise les bactéries. Et au niveau de la côte, ça arrive relativement souvent parce que vous avez des apports en provenance des terres qui vont fertiliser l'océan, et puis un océan qui est très peu profond puisqu'on est à la côte, et qui va donc avoir tendance à chauffer beaucoup plus vite. Et c'est un mécanisme qu'on observe notamment dans les systèmes lagunaires et que vous connaissez très bien aux alentours de Perpignan. C'est ce qu'on appelle une malague. Vous avez un exemple ici dans l'étang de Thau, hein. C'est une photo qui est prise depuis Marseillan, où vous avez ici les zones de production d'huîtres. Et vous voyez cette eau qui est toute blanche. Et cette eau est toute blanche tout simplement parce que c'est une eau où vous allez avoir des proliférations bactériennes. Et là, cette eau, elle est anoxique. Vous n'avez plus d'oxygène dedans. Donc, elle est devenue impropre à la vie animale. Alors, bon, c'est pas vraiment une feel-good story, hein, que je suis en train de vous raconter. Effectivement, on a des effets qui sont assez majeurs, hein, de ce réchauffement des océans. Et la question, c'est, est-ce que c'est grave? Alors,
Un aspect un petit peu plus, un petit peu moins consensuel, on va dire. Et je précise que ce que je dis dans cette diapositive, c'est ma vision des choses, ça engage que moi. Je suis pas en train de vous rapporter des documents scientifiques. Je suis pas le seul à penser ça. Mais voilà, là, je sors de ma vision scientifique pour vous parler, pour donner ma vision personnelle. En soi, au risque de choquer, et je serais ravi d'en discuter à l'issue de ma présentation si vous souhaitez. En ce qui me concerne, je considère que le déplacement des populations marines, c'est pas nécessairement un problème qui va remettre en cause la survie des espèces marines. Je dis pas que c'est pas un problème important, mais je dis que ça remet pas en cause la survie des espèces marines dans l'ensemble, tout simplement parce que même si à certains endroits on va avoir des espèces qui vont disparaître parce qu'il y a des interactions écologiques qui ont changé et qui ne permettent plus leur survie, c'est ce qu'on a vu avec avec les algues par exemple. Mais en fait, l'espèce, elle, va continuer à trouver un milieu qui est plus ou moins favorable en remontant un petit peu. Donc les espèces vont se déplacer et on n'a pas trop de risque de disparition d'espèces. Mais cependant, il faut bien garder à l'esprit que ce qui est important, en fait, c'est pas tant que ça. C'est que nous, en tant qu'humains, nos sociétés humaines, elles sont construites dans le temps en lien avec cet environnement naturel. Et on a parfois l'impression qu'on est aujourd'hui complètement déconnecté de notre environnement naturel. C'est complètement faux. On en a besoin, on utilise l'environnement naturel, on utilise la biodiversité tous les jours, à chaque instant, lorsqu'on respire, lorsqu'on mange, lorsqu'on boit, lorsqu'on s'habille, lorsqu'on se soigne. Et en fait, toute cette construction de notre société, elle s'est faite sur la base d'écosystèmes qui nous paraissaient stables à notre échelle temporelle et qui aujourd'hui évoluent à des vitesses qu'on n'avait encore jamais observées. Donc finalement, le problème, c'est pas tant les espèces qui vont migrer, c'est que nous, on reste là et on va être confronté à des écosystèmes auxquels on n'est pas adapté. Et puis, deuxième chose, et il faut pas le négliger, c'est que c'est bien gentil, mais la Terre, c'est pas un espace infini. Et au bout d'un moment, lorsqu'on migre au nord ou lorsqu'on migre au sud, si on est dans l'hémisphère sud, bah, au bout d'un moment, il n'y a plus de nord. On appelle ça le pôle nord ou le pôle sud. Et que se passe-t-il lorsqu'il y a plus il y a plus d'espace disponible pour migrer? Et là, je vous présente une figure. Alors, on est vraiment à jour. Je peux pas être plus à jour parce que c'est une publication qui est sortie la semaine dernière dans la revue Estuarine Coastal and Shelf Science qui s'intéresse à différentes espèces de patelles. Alors, les organismes extrêmement jolis, hein, de genre Nacella, qui vivent dans le sud de l'Amérique du Sud. Vous avez ici la pointe de l'Amérique du Sud, le Chili, l'Argentine, le Cap Horn qui est ici, la Patagonie. Et de la même manière, vous voyez ce coup de couleur, hein, plus c'est vert, plus c'est propice aux espèces, plus c'est rouge, moins c'est propice aux espèces. Et puis, vous avez des projections en fonction de scénarios climatiques, alors plutôt pessimistes, ceux-là, à l'horizon 2050 et à l'horizon 2100. Et ce qu'on voit bien, c'est que pour chaque espèce, on a cette zone qui est à l'origine plutôt verte, ouais, c'est là où on trouve ces espèces, qui va avoir tendance à devenir plutôt rouge, donc défavorable à ces espèces. Mais c'est bien gentil, mais lorsqu'elles sont arrivées ici, lorsqu'elles sont au Cap Horn, ces espèces, elles peuvent plus migrer. Tout simplement parce que la terre suivante, c'est la péninsule antarctique. Et la péninsule antarctique, elle est située à 800 km au sud. Et entre les deux, vous avez le passage de Drake. Le passage de Drake, c'est le courant le plus puissant du monde. Il faut imaginer qu'il charrie 130 millions de mètres cubes à la seconde. Et vous avez des courants qui vont à parfois plusieurs dizaines de mètres secondes. Donc c'est un torrent, le passage de Drake. Donc si vous prenez une larve de patelle qui décide de partir vers le sud, elle va se mettre à tourner autour de l'Antarctique à toute vitesse, jusqu'à ce qu'elle meure de vieillesse. C'est un compte pour une larve. Et donc en fait, il faut bien être conscient que les migrations vers les pôles, ça va, mais ça va tant qu'il y a de l'habitat disponible. Et en fait, chaque fin de terre, chaque Finistère, je vous parle de Brest, j'habite à un endroit où il y a une fin de terre, bah, ça correspond finalement à la fin du voyage pour la migration d'une espèce. Imaginez une espèce qui migre le long des côtes de l'Angleterre, lorsqu'elle est au nord de l'Écosse, c'est terminé, il n'y a plus de terre au nord qui soit colonisable. Donc dans les faits, en fait, ces migrations, elles vont souvent aboutir non pas simplement à une migration, mais à une disparition au moins locale de l'espèce. Alors, je vous ai présenté un scénario qui n'est pas très réjouissant sur les effets du changement climatique, mais je ne vous ai pas présenté le pire encore. Parce que ce changement climatique, même si ça y se fait à des échelles temporelles qui sont très rapides comparé à ce que la Terre a connu géologiquement, la Terre a déjà connu des changements climatiques. Il a déjà fait plus chaud aujourd'hui, plus chaud que ce qu'il fait aujourd'hui. Le problème, c'est que ça se faisait environ entre 100 et 1000 fois moins rapidement.
Il y a pire, et avec ce qu'on appelle, et ce que Kelly évoquait rapidement lors de sa présentation, ce qu'on appelle les vagues de chaleur océanique. Alors, les vagues de chaleur océanique, c'est un concept qui est extrêmement récent, puisque en fait, il a été décrit uniquement en 2011, suite à un événement assez marquant en Australie. Vous avez ici la carte de l'Australie avec la température, et vous voyez que l'Australie occidentale, autour de la ville de Perth, a connu pendant quelques semaines des températures qui étaient anormalement élevées. Vous avez ici l'évolution des températures au cours de 2011 au niveau de Perth, et puis ici un petit peu plus au sud. Et vous voyez que durant quelques semaines, on était plus de 3 degrés au-dessus des normales. Et ça, c'est ce qu'on appelle une vague de chaleur océanique, et ils se sont rendus compte là-bas qu'il y avait des effets qui étaient majeurs, notamment des effets sur les laminaires. Vous allez dire que je fais une fixette sur les laminaires, mais c'est pas complètement faux. Mais c'est pas moi, c'est l'état des connaissances qui veut ça. Vous avez ici les évolutions temporelles de différentes espèces d'algues ou de poissons. Et vous voyez qu'en 2011, suite à cette vague de chaleur, on a eu une diminution assez importante des populations de laminaires, qui allait de pair avec une diminution aussi très importante des populations d'algues rouges corallines, et à l'inverse, une augmentation des gazons algaux, donc ces toutes petites algues qui sont souvent assez opportunistes et qui sont, d'un point de vue biodiversité, beaucoup moins intéressantes parce qu'elles structurent beaucoup moins l'habitat. C'est toutes petites espèces qui font quelques centimètres à tout casser. Et on a eu, de manière concomitante, une évolution assez importante des populations de poissons, avec ces poissons qui sont d'affinité plutôt tropicale, comme le laisse suggérer leur couleur un petit peu chatoyante, qui ont vu leur abondance, des espèces qui étaient quasiment ou totalement absentes de la zone, qui ont commencé à devenir assez abondantes. Donc des effets majeurs dans des milieux, le sud et l'ouest de l'Australie, c'est des milieux qui sont caractérisés par des forêts algales assez luxuriantes qui soutiennent une biodiversité importante. Et finalement, ces forêts ont été tout simplement quasiment rayées de la carte en quelques semaines par cette vague de chaleur. Donc ça a valu à Thomas Wernberg, qui était chercheur à l'époque à Perth, une certaine célébrité dans le champ disciplinaire. Et puis, en fait, on s'est rendu compte, suite à cette publication initiale en 2012, dans la revue Nature Climate Change, que le même mécanisme, le même phénomène, en fait, était décrit un petit peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'en 2014, en Californie, on observe la même chose, alors cette fois-ci une autre espèce d'algue, l'algue Nereocystis luedcana, où vous avez ici la densité d'algues qui varie, bon an, mal an, au cours du temps. Et puis une grosse vague de chaleur ici en 2015 est terminée, plus de macroalgues. Et puis en 2018, en Nouvelle-Zélande, alors les photos sont pas terribles, excusez-moi, j'ai juste pris celle qui était dans la publication, qui était de mauvaise qualité. Cette fois-ci avec une autre espèce, donc cette fois-ci c'est l'algue Durvelea antarctica, une algue qui peut faire plus de 10 mètres de long, une immense algue, qui présente des champs extrêmement denses sur l'estran là-bas en Nouvelle-Zélande, qui prend une vague de chaleur et terminé. Et vous voyez ici les crampons d'un individu qui est sain, et ici un crampon d'un individu qui est mort et qui est tout simplement en train de se décomposer derrière des énormes accumulations d'algues. Donc encore une fois, des effets à l'échelle de l'écosystème qui sont majeurs. Puis l'année dernière, en mer d'Iroise, juste devant chez moi, on a eu une vague de chaleur, on a eu plus de 4 degrés de plus par rapport à la normale. Et nous aussi, on a des forêts de laminaires très importantes, les plus grandes d'Europe. Et voilà à quoi ça ressemble normalement à gauche. Et voilà ce qu'on pouvait observer. Vous pouvez reconnaître la couleur caractéristique de l'eau en Bretagne, ce beau vert émeraude. Et vous voyez ces algues qui sont complètement nécrosées et qui disparaissent et qui vont tout simplement mourir. Alors je vous disais, c'est un problème qui est assez important. Je fais pas seulement une fixette sur les laminaires parce que c'est une espèce qui me tient à cœur. J'ai fait ma thèse dessus. Je travaille encore aujourd'hui sur ces espèces. Mais ces laminaires, imaginez des algues qui, si vous êtes en Bretagne, vont faire environ 3 mètres de haut. Si vous êtes sur les côtes de la Californie, vous avez les laminaires géantes, là, les Macrocystis plyrifera, qui peuvent atteindre 40 mètres de haut. Donc on est vraiment dans un écosystème de forêt. Et pour imaginer les conséquences, imaginez une belle forêt là sur une des montagnes derrière Banyuls, et imaginez que vous rasez tout à blanc. Et vous vous rendez bien compte que les effets ils sont majeurs, tout simplement parce que ces algues, elles sont à l'origine d'un écosystème qui est extrêmement riche, où vous allez avoir des poissons, vous allez avoir des invertébrés qui vont
trouver un refuge, qui vont y trouver de l'alimentation. Vous avez derrière des prédateurs supérieurs, des mammifères marins, avec des phoques, avec des loutres de mer, des oiseaux. Tout ce petit monde, en fait, directement ou indirectement, dépendent de ces algues. On parle de plusieurs milliers d'espèces qui sont associées à ces écosystèmes et qui potentiellement risquent de disparaître localement suite à l'éradication de ces algues par une vague de chaleur. Des effets qui sont assez majeurs. Et puis des effets qui vont en plus pas uniquement se limiter à l'échelle locale, qui vont être beaucoup plus grands. Et c'est des choses qu'on observe à l'échelle carrément d'une façade océanique entière, avec notamment une étude que je vous présente ici, une étude très récente, publiée en 2023, qui s'intéresse aux échouements d'oiseaux, donc les oiseaux morts qu'on va trouver sur les plages, avec un observatoire américain qui existe, qui inclut l'Alaska, les côtes de l'État de Washington et de l'Oregon, et donc des observateurs qui, depuis 1993, parcourent les plages régulièrement et comptent les oiseaux qui sont morts. On parle quand même, et c'est un jeu de données qui est énorme, on parle quand même de 190 000 oiseaux morts qui ont été trouvés sur cette période. Alors c'est une très très grande façade, donc c'est pas forcément, c'est assez normal, mais donc des très gros effectifs. Et lorsqu'on travaille avec ces données, on se rend compte que plus on a une anomalie de température dans l'océan, au niveau du nord du Pacifique, plus on va avoir de carcasses par kilomètre de côte, et plus on va trouver ces carcasses sur une grande sur un grand linéaire de côte. Donc finalement, ces vagues de chaleur, elles vont toucher à l'origine les algues, que ce soit les macroalgues, les grandes macroalgues, que ce soit le phytoplancton, et ces effets vont se répercuter dans tout l'écosystème à l'échelle d'un bassin océanique pour générer une surmortalité. Et la mauvaise nouvelle, si je peux en rajouter une, d'autres encore à rajouter après, c'est que ces vagues de chaleur océanique, elles augmentent fortement en fréquence et en intensité et en durée. Et vous avez ici ces cartes, depuis 1925, la fréquence de ces vagues de chaleur, alors je précise que les vagues de chaleur océanique, c'est un phénomène qui en soi est naturel, mais qui devient de plus en plus fréquent et de plus en plus intense. Vous voyez qu'en fréquence, tout ce qui est dans les tons orange, rouge, c'est une augmentation de la fréquence. Ce qui est dans les tons plus bleus, c'est une diminution de la fréquence. Il n'y a pas beaucoup de diminution de la fréquence. En intensité, on a une augmentation très très forte dans les milieux tempérés. Il y a une seule zone où on a une diminution de l'intensité, mais c'est une zone très particulière ici. C'est une zone dont vous avez entendu parler, puisque c'est le cœur des phénomènes El Niño. Et puis en durée également. Et au total, depuis 1925, on a plus 50% en nombre de jours concernés par une vague de chaleur océanique par an. C'est quelque chose d'assez important. Donc je vous disais, ça provoque énormément de mortalité partout dans les écosystèmes. Et pour ne rien arranger, cette mortalité, elle se limite pas dans le temps à la période concernée. Et c'est des choses qu'on a pu observer, notamment, je vous ramène un petit peu plus près de la maison, puisqu'on va cette fois-ci au niveau de l'archipel de Porquerolles. Un archipel de Porquerolles où vous allez trouver de magnifiques gorgones, notamment cette espèce Paramuricea clavata. Je vous reparlerai un petit peu plus tard. Et un certain nombre d'études, il y a pas mal d'études qui se sont intéressées à cette espèce. C'est une espèce qui est très structurante. Vous voyez que c'est assez ramifié, il y a une diversité qui va être associée. Et durant l'été 99, on a eu une vague de chaleur qui a assez fortement affecté ces gorgones. Vous pouvez voir ici sur ce graphique à droite, avec la profondeur ici sur l'axe des X et puis le pourcentage de la colonie qui est affectée. Et vous voyez que lorsque vous êtes proche de la surface, mais en réalité, toutes les colonies, les colonies sont intégralement affectées, donc on a une nécrose des tissus et une mortalité partielle ou totale de la colonie. On voit que ça s'arrange un petit peu lorsqu'on descend en profondeur, c'est ce que j'ai déjà dit, et forcément il fait plus frais en profondeur, donc l'impact de ces événements se fait moins sentir. Donc ça, c'est relativement logique. Mais là où c'est plus inquiétant, c'est ce graphique que vous avez ici, qui montre un suivi en fait de ces colonies de gorgones. Les gorgones, c'est des colonies depuis 99 jusqu'à 2003. Donc sur 4 ans, et on voit qu'en fait, on est sur une pente descendante encore 4 ans
après l'événement, après la vague de chaleur. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement l'événement a provoqué une mortalité immédiate chez certains individus, mais en plus, ceux qui n'a pas tué, il les a fragilisés à tel point qu'ils sont plus susceptibles de mourir dans les années suivantes sous l'influence d'autres types de stress. Et ça, c'est forcément pas une très grande nouvelle, d'autant plus que si vous regardez les dates ici, on arrive à l'été 2003, et l'été 2003, vous vous en souvenez, ceux qui ont l'âge sans doute, c'est la première grande canicule, et dans l'été 2003, on a aussi observé une nouvelle source de mortalité. Donc finalement, si il faut plusieurs années pour se remettre d'une vague de chaleur, mais que les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes, concrètement, ça implique que les populations ne sont pas capables de ça. Et ça, c'est enfin, pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur, hein, enfin, de la récurrence de tels événements. Ils ont été recensés, ces travaux de Garabou en 2019. Et entre 1979 et 2017, ils ont identifié plus de 2300 événements de mortalité de masse chez les organismes marins. 2300. Qui concernaient 90 espèces différentes et qui étaient principalement, si ce n'est tous, associés à des températures qui étaient énormément élevées. Donc vous voyez, alors vous êtes pas mal ici dans alors bon, Liguro-Provençal, c'est pas tout à fait Banyuls, mais c'est une des zones où on en observe le plus, et ça concerne en tout premier lieu les cnidaires. Donc les cnidaires, c'est quoi? C'est les gorgones, essentiellement, qu'on va trouver en profondeur, qui sont des espèces qui font aussi le charme des plongées du côté de Banyuls ou de manière générale sur le littoral méditerranéen, et qui sont extrêmement sensibles à ça. Donc les cnidaires et les éponges, qui sont des candidats, qui sont les principaux touchés par ces événements de vagues de chaleur océanique. Alors, c'est un problème qui est majeur dans le sens où ça intervient tellement vite que la mortalité est quasi immédiate et inévitable. C'est-à-dire qu'à l'échelle de quelques jours ou de quelques semaines, il ne s'agit pas de migrer. Certains poissons peuvent le faire, et encore, c'est pas toujours le cas. Mais évidemment, pour ces invertébrés, c'est hors de question. Donc, ces mortalités, on en observe régulièrement. Hein. Moi, c'est en été, quand il fait chaud. Alors, ça correspond souvent avec les moments où je me promenais sur la plage. Et il n'y a pas un été sans qu'on trouve à un moment une mortalité d'oursin, une mortalité de bivalve, une mortalité de quelque chose, et que vous avez la plage qui est tapissée de cadavres, ça sent pas bon. Mais ça part à la marée d'après. Mais il faut imaginer quand même, il y a des perdants, évidemment, ceux qui meurent, mais il y a aussi des gagnants. Et si je vous renvoie en Australie, toujours sur la même zone, toujours sur la même vague de chaleur, on s'est rendu compte, cette fois-ci, en s'intéressant à cette crevette, une espèce de gambas, une crevette royale occidentale, je crois, Peneus latisulcatus, que entre deux zones qui étaient affectées, une zone au nord et une zone au sud, on a des réactions complètement différentes, avec dans la zone au nord des gros problèmes dans la reproduction, c'est-à-dire les espèces qui n'ont pas réussi à se reproduire cette année suite à cette vague de chaleur, alors que quelques centaines de kilomètres plus au sud, ben, on a cette année 2011 qui est l'année la meilleure qui soit pour la reproduction. Tout simplement parce que ben, là, vous êtes à des latitudes plus hautes, donc la vague de chaleur, même si elle est marquée, ben, elle est arrivée à des températures qui étaient relativement plus basses ici, et donc des températures qui restaient dans la niche optimale pour l'espèce. Donc cette espèce qui finalement avait presque un petit peu trop froid habituellement, elle a pris cette vague de chaleur, elle a pris comme une bénédiction, et elle s'est super bien reproduite. Donc, faut bien imaginer que c'est toujours impressionnant, ces événements de mortalité de masse. Et dans une certaine mesure, c'est naturel. Et de manière générale, ça n'affecte pas l'intégralité d'une espèce, ça affecte certaines populations en particulier. Alors, bon, c'est pas forcément toujours c'est pas des très très bonnes nouvelles hein, que je vous annonce, mais je voulais quand même pas vous laisser sur ce discours. Et je voulais terminer avec une conclusion que j'intitulais des raisons d'espérer, avec un point d'interrogation. Je ne sais pas s'il y a des raisons d'espérer,
Mais j'en ai quelques-unes quand même, des raisons. Et la première raison d'espérer, ça peut paraître un peu paradoxal, c'est cette espèce. C'est une toute petite raie pastenaque de Java qui fait 33 cm, elle est toute petite. Et ça peut sembler paradoxal parce qu'en fait, cette espèce, elle a été déclarée éteinte en 2023. Donc c'est une espèce qui a disparu. Pourquoi je considère que c'est des raisons d'espérer? Parce que cette espèce, c'est, à ma connaissance, le seul poisson marin éteint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les scientifiques n'ont aucun exemple de poisson marin ayant disparu et a fortiori en conséquence des changements climatiques. Ça ne veut pas dire que tout va bien dans l'océan, mais clairement, on est dans une situation qui est complètement différente de ce qu'on peut observer en milieu d'eau douce ou en milieu terrestre, où des extinctions, on en a énormément. Une des raisons pour laquelle on en observe moins, c'est que l'homme y est beaucoup moins en milieu marin. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'exemple, mis à part celle-là. Alors, en fait, elle a disparu, elle a été déclarée éteinte en 2023. En fait, on n'a jamais trouvé qu'un seul individu et c'était en 1850. Et en 2023, ils se sont dit, bon là, ça commence à bien faire. Ça fait bientôt 200 ans qu'on n'en a pas vu, on va considérer que c'est éteint. Donc ça, je pense que c'est vraiment une première raison d'espérer, c'est que finalement, en termes de diversité, ça va pas mal. Alors, il y a plein d'autres raisons d'être inquiet, et notamment la principale menace qui pèse sur les écosystèmes marins, c'est la surexploitation. Les stocks de poissons vont très très mal, avec évidemment des contre-exemples, mais comparé au niveau historique. Mais en termes de changement climatique, les effets pour l'instant se font pas énormément sentir en termes de disparition d'espèces. Deuxième raison d'espérer, c'est que les écosystèmes marins sont assez résistants. Et je reviens avec cette espèce, cette gorgone de Porcro, ce Paramuricea clavata. Cette gorgone, on s'est vachement intéressé à sa capacité à résister justement à ces vagues de chaleur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des gorgones, on les a sortis du milieu naturel, on les a mis au laboratoire. C'est assez facile de faire pousser des gorgones, et d'ailleurs, je suis sûr qu'à l'aquarium du laboratoire Arago, vous avez des gorgones, peut-être même cette espèce. Et on leur a fait subir une vague de chaleur océanique, donc on a augmenté la température. Et puis on a regardé à partir de combien de temps on observait des dégâts. Et on se rend compte qu'il faut 50 jours de suite pour qu'on ait même pas 20% des colonies qui présentent une mortalité partielle. Et que cette mortalité commence vraiment à être très importante une fois qu'on dépasse les 100 jours de vague de chaleur. Et ça, c'est une capacité de résistance qui est assez phénoménale. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles n'en ont rien à faire, puisque je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a quand même des événements de mortalité. Mais heureusement, la plupart des vagues de chaleur sont d'une durée qui est un petit peu plus faible, ce qui fait qu'ils ont un petit peu le temps de se remettre. Néanmoins, si vous regardez sur ce graphique qui est ici, avec le nombre de jours dans l'année où la température est supérieure à 18 degrés, on est sur une tendance qui est à l'accroissement linéaire. Avec, en 1975, on avait en moyenne 100 jours par an avec une température au-dessus de 18 degrés. Et aujourd'hui, on est à 140 jours par an, donc une augmentation de 40% en 30 ans, puisque cette étude s'arrêtait en 2005 à peu près. Donc, ils sont capables de résister. Il ne faut pas non plus pousser le bouchon trop loin, mais ils sont capables de résister. Et puis, une autre raison que moi je considère comme quelque chose d'extrêmement encourageant, c'est qu'au-delà de leur résistance, les écosystèmes marins sont des écosystèmes qui sont extrêmement résilients. Et moi, j'ai deux exemples qui sont assez récents, mais que je vois vraiment comme des phares dans la nuit, en quelque sorte. À gauche, c'est une baleine à bosse. Une baleine à bosse qui a été observée l'été dernier en baie de Douarnenez, donc à 15 km de là où je vous parle. Les baleines à bosse, elles avaient complètement disparu de la zone. En fait, moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, on parlait de la disparition des baleines. Je me souviens que mes parents me disaient, mais les baleines, quand tu seras grand, il n'y en aura plus. Et en fait, on a arrêté de chasser la baleine, à peu près. Il y a toujours quelques exceptions. Mais disons que la chasse de la baleine aujourd'hui est largement supportable pour les stocks. Et les baleines reviennent très très vite, ce qui est assez étonnant pour des espèces qui vivent aussi longtemps. Mais en quelques dizaines d'années, les populations de baleines se reproduisent et on les observe aujourd'hui régulièrement. Maintenant, je les vois chaque année, les baleines devant Brest, alors qu'avant, on les voyait pas. Et puis une autre raison, c'est plus près de vous cette fois-ci,
c'est ce requin peau bleue qui a été observé dans le port de Sète pendant le confinement, pendant la pandémie de Covid. Le requin peau bleue, c'est une espèce qui est en danger critique d'extinction en Méditerranée. Et on se rend compte que quand on les laisse un peu tranquilles, on arrive à les voir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas disparu, ils sont là, et ils demandent qu'une chose, c'est de pouvoir revenir. Donc voilà, moi je trouve que ça reste quand même, ça reste des bonnes nouvelles. Et puis, un dernier point, c'est la question de l'adaptation. Alors effectivement, on explique souvent, à raison d'ailleurs, que la vitesse à laquelle se passe le changement climatique est complètement incompatible avec la mise en place d'adaptation. L'adaptation, ça implique de l'évolution, de la modification de l'ADN des espèces. Et c'est vrai, pour l'adaptation prend des millions d'années. Cependant, on a quand même plein d'exemples qui montrent que si on soumet des populations à une sélection très intense, l'adaptation peut aller très très vite et l'évolution peut aller très très vite. Je vous en ai mis quelques-uns des exemples ici. Vous avez cette plante assez insignifiante, hein, le Brassica oreillacea, qui est une espèce de moutarde sauvage qu'on va trouver dans les prés de manière assez commune. Et cette plante, en fait, en quelques générations, alors j'exagère un peu, hein, c'est en quelques dizaines, centaines de générations, en sélectionnant les individus qui sont porteurs de caractéristiques qui nous intéressent, ça a donné lieu à tous les choux. Lorsque vous mangez du chou, que ce soit du chou vert, que ce soit du chou fleur, du brocoli, du chou romanesco, du chou de Bruxelles, c'est la même espèce, c'est ça, mais juste on les a sélectionnés et en quelques générations, mais en fait cette plante a complètement évolué et ne ressemble plus du tout à l'origine. Un autre exemple de sélection, c'est les chiens. Je vous présente l'espèce Canis lupus familiaris, hein, dont la proximité avec son glorieux ancêtre le loup est de moins en moins évidente. Mais la sélection des chiens, c'est quelque chose d'assez récent, en tout cas la sélection qui a amené à des races comme le Shih Tzu ou d'autres races qui ont des caractères morphologiques très marqués. C'est des choses qui vont extrêmement vite. Il y a des expériences qui ont été menées en prenant, par exemple, des renards. Je pense que c'est des expériences qui ont été menées à l'époque soviétique par des Russes. Ils ont pris des renards et ils les ont domestiqués et se sont rendus compte qu'en quelques générations, on commençait à avoir des changements morphologiques assez majeurs parce qu'on sélectionne. Et puis, un autre exemple, vous avez ici donc un éléphant d'Afrique. Un éléphant d'Afrique tel qu'on n'en voit plus beaucoup. C'est ce qu'on appelle dans le jargon là-bas un big tusker, hein, des grands mâles avec des très grosses défenses, qui représentaient plus de 10% de la population au début du XXe siècle et qui représentent moins de 1% de la population aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'éléphants qui n'ont plus de défense, tout simplement parce que les éléphants qui ont des grosses défenses, ils se sont fait chasser. Et donc, ceux-là s'étant fait chasser, ceux qui arrivaient le mieux à se reproduire, c'est les éléphants qui avaient des petites défenses ou qui n'avaient pas de défense. Et donc, finalement, les gènes porteurs de l'absence de défense se sont développés dans la population. Et en 100 ans, on a vu ça. Et c'est exactement la même chose qu'on a pu voir derrière. C'est le mouflon canadien, donc Ovis canadensis, qui est une espèce qui est très prisée par les chasseurs de trophées. Il faut imaginer des cornes qui peuvent faire plus d'1 mètre de long. Les chasseurs de trophées adorent aller les chasser. Évidemment, ils chassent de manière principale les individus qui ont les cornes les plus importantes. Ça fait très beau dans le salon, ils trouvent. Et on s'est rendu compte qu'en l'espace de 40 ans, la taille moyenne des cornes des mouflons a diminué de 50%. Donc si on sélectionne très fortement certains critères, en fait, on va très vite les transmettre dans la population. Or, qu'est-ce qu'on fait? Le changement climatique, c'est jamais rien d'autre qu'une sélection, une pression de sélection très importante. C'est-à-dire que lorsqu'on fait passer une vague de chaleur océanique, on va tuer tous les individus qui ne sont pas capables d'y survivre. Mais quelque part, si je force un peu le trait, il suffit d'un ou de deux, en fonction du mode de reproduction, qui sont capables de survivre à ça pour qu'ils puissent recoloniser avec une population qui soit capable de survivre à ça. Voilà. Alors ça, c'est pas moi qui vous le dis, c'est pas une élucubration personnelle, hein, c'est des choses qui sont mentionnées dans un article très sérieux de Melinda Coleman et Thomas Wernberg, qui sont deux autorités sur la question dans la revue très prestigieuse The Trends in Ecology and Evolution. Et puis pour conclure, ce sera ma dernière diapositive. Je voulais pas vous laisser sans une citation d'un grand philosophe, Ian Malcolm, interprété par Jeff Goldblum dans Jurassic Park, qui disait dans la première version, dans le premier épisode de Jurassic Park, Life always finds a way, hein, la vie trouve toujours son chemin.
Et c'est important de retenir, et c'est un petit peu le message que j'ai essayé de faire passer dans cette présentation, que de manière générale, la vie sur Terre, et encore moins la Terre, ne sont pas menacées directement par le changement climatique, à quelques exceptions près. On peut faire chauffer la planète, on n'éradiquera pas la vie de la planète. En fait, le vrai enjeu, c'est pas la vie sur la planète, c'est la vie telle que nous la connaissons, la vie telle que on a basé notre existence dessus, notre mode de vie, notre mode de consommation, et dont on dépend intimement. Et c'est quelque chose qu'on commence à réaliser. On commence à réaliser à quel point nous dépendons à chaque instant de notre existence de la vie sur Terre et de la vie telle qu'on l'a connue jusqu'ici. Donc, l'enjeu de tout ça, c'est extrêmement important à retenir. C'est pas la vie. Il s'agit pas de sauver la vie. Il s'agit pas de sauver la planète. Il s'agit de se sauver soi-même. Voilà. Et sur ce, je voudrais vous remercier de votre attention. Et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Allô? Si, c'est Oui, bon. je t'entends. Merci beaucoup, du coup, Gauthier, pour cette conférence. Bonjour et merci pour votre intervention. Moi, je voudrais savoir ce qu'il en est de la plastification des océans. Vaste sujet. Assez optimiste là, mais Ouais, alors, la situation semble une réalité. ouais. Alors, je sais pas, je vous ai donné l'impression d'être assez optimiste. Pas trop. C'est pas trop. Alors, la plastification, c'est un vaste sujet. Alors, c'est pas exactement mon domaine d'expertise, mais c'est un domaine sur lequel je me renseigne pas mal, notamment parce que la personne qui est dans le bureau juste derrière moi est une grande spécialiste de la question. C'est effectivement un problème qui est important. Alors, je vais pas être très consensuel. Je pense que c'est pas et de loin le principal problème de l'océan. Je vais m'expliquer tout de suite, dans le sens où on trouve bien certains effets de ces plastiques sur les organismes marins. Alors, mis à part des choses qui sont très spectaculaires, comme une tortue qui a une paille dans le nez ou des animaux qui sont piégés dans des filets de pêche abandonnés, on a des effets qui sont principalement, les principaux effets, ils sont liés aux microplastiques et aux nanoplastiques, donc c'est de toutes petites particules qui sont très facilement ingérables et qui vont pouvoir avoir des effets sur les organismes marins, parce qu'évidemment, ils les ingèrent comme de la nourriture, mais ça n'a aucune valeur nutritive. Donc, soit ça les oblige à se nourrir plus, donc à dépenser plus, soit la toxicité inhérente au plastique va faire qu'ils vont moins se nourrir parce qu'ils sont pas bien. On a d'autres effets aussi qui sont notamment liés au fait que ce plastique va flotter, ou pas forcément en surface, mais entre deux eaux. Donc, il va être capable de couvrir de très grandes surfaces et il peut représenter un vecteur pour un certain nombre de pathogènes ou d'espèces invasives. Et ça, c'est des choses dont on commence à se rendre compte, notamment des échanges transocéaniques qui se sont faits par des débris flottants et notamment des débris plastiques. Après, il y a quand même une chose qui est importante, c'est que il y a notamment sur la question de la plastification des océans, on parle inévitablement assez rapidement de cette question des contenants plastiques qu'on va trouver au milieu des océans. Donc, alors sans rentrer trop dans le détail, les grands bassins océaniques sont caractérisés par des courants qui vont tourner en rond. C'est-à-dire qu'au grosso modo, ils vont tourner en rond dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est un courant qui est super important, c'est ce qui nous permet de réguler notre climat, c'est ce qui nous permet d'avoir relativement chaud en France, alors que là, par exemple, moi, à Brest, je suis à la même latitude que Montréal, et je vous assure que les hivers à Brest n'ont rien à voir avec les hivers de Montréal. Ça, c'est grâce à cette circulation océanique. Mais quand vous avez un courant circulaire, en fait, par un effet de force centripète, vous avez tendance à accumuler des choses au centre de ces grands courants, et c'est ce qu'on appelle les continents plastiques. Après, le sentiment que j'ai, c'est souvent qu'il y a une perception un petit peu erronée dans le grand public de la réalité de ces continents de plastique. Parce que oui, c'est des endroits où les plastiques sont extrêmement concentrés, mais soyons clairs, vous pouvez traverser les continents de plastique en bateau sans vous en rendre compte. Vous n'avez pas des plastiques qui flottent à la surface de manière continue. C'est déjà essentiellement des petites particules et c'est à des densités qui restent relativement faibles. Voilà, donc ces continents de plastique, en fait, vous les voyez pas. Vous les voyez uniquement si vous faites des prélèvements, et là, vous vous rendez compte qu'il y a des concentrations assez effarantes
de plastique et surtout de microplastique. Merci pour votre conférence. En fait, vous avez raconté l'histoire de la Terre, hein. L'évolution, elle existe depuis très longtemps. Il y a des espèces qui ont existé, qui sont nées, qui ont existé, qui ont grandi et qui ont disparu naturellement. Soit elles étaient trop nombreuses, soit trop grosses, ne trouvaient pas la nourriture. L'homme, lui, a beaucoup prospéré. Nous sommes très, très nombreux, peut-être trop nombreux, surtout avec un mode de vie comme on a actuellement. Donc, est-ce que l'homme va pouvoir s'adapter à ça? Et si l'homme ne s'adapte pas, ben, il disparaîtra. Mais la Terre continuera à tourner et ça se passera très bien sans l'homme. Alors, c'est pas évident de répondre, mais ou alors aussi une chose sûre, si l'homme disparaît, la Terre s'en portera très bien. Ça posera absolument aucun problème. Mais en fait, la vraie question, c'est effectivement, faut être conscient de ça. Alors, je veux pas faire dans le catastrophisme. Enfin, mes compétences me permettent pas d'aller jusqu'à dire la question, c'est la survie de l'homme. Je pense que ça implique des considérations beaucoup plus diversifiées que celles que j'ai évoquées. Ça implique une approche qui est beaucoup plus interdisciplinaire et des compétences dont je suis pas du tout détendeur. Et ça, je le dis en toute modestie. Mais donc, j'irai pas jusqu'à dire la question, c'est la survie de l'homme. Je dirais la question, c'est notre survie dans nos modes de vie actuels. Euh, je me trompe peut-être, mais je pense que l'homme aujourd'hui, en tant qu'espèce, et a suffisamment de succès pour survivre à beaucoup de catastrophes environnementales. Certainement pas dans les effectifs actuels. Et je dirais que finalement, quelque part, je me demande dans quelle mesure la pandémie de Covid, c'est pas un petit rappel à moindre frais que on n'est pas déconnecté de la nature et qu'on est toujours potentiellement sujet à des pressions environnementales, puisque c'est jamais qu'une pression environnementale, hein, qui peuvent réguler notre population. Voilà, c'est forcément une réponse insatisfaisante que je vous fais, parce que je m'estime pas légitime pour aller sur sur ce chemin-là. Alors moi, j'aurais une question par rapport plutôt au plancton. Donc on a parlé beaucoup des laminaires, du phytoplancton, et souvent dit que sans plancton, il n'y a pas forcément de vie marine. Et est-ce que le plancton a une grande résilience aux changements globaux? Quand je dis changements globaux, ça va être aussi bien les pollutions plastiques, microplastiques, nanoplastiques, avec toutes les substances toxiques, mais aussi l'augmentation de la température. Et est-ce qu'il y a certaines espèces qui pourraient disparaître ou au contraire d'autres qui pourraient proliférer aux dépens d'autres espèces avec des toxines, par exemple? Est-ce qu'on a, sur le long terme, on aurait une vision de la production en termes de quantité et même de la biodiversité du plancton en fonction du changement, des changements globaux? Alors oui, complètement. Alors sur le premier point que tu soulevais, hein, le plancton, c'est important. Oui, concrètement, sans plancton, il n'y a pas de vie sur Terre. C'est aussi simple que ça. Alors on entend souvent le plancton produit nous permet de respirer une fois sur deux. C'est factuellement faux sans être complètement faux. C'est-à-dire qu'effectivement, le phytoplancton produit autant d'oxygène que les végétaux terrestres. Mais en fait, l'oxygène produit par le phytoplancton, il est capté immédiatement immédiatement par l'océan. Donc, quand vous respirez, c'est plutôt de l'oxygène qui est produit par des végétaux terrestres. Mais ça produit quand même autant d'oxygène. Alors, la réponse du plancton, le plancton a une capacité d'adaptation qui est absolument monstrueuse et bien supérieure à toutes les espèces dont on a pu parler pour une raison très simple, c'est que la capacité d'adaptation, elle dépend en tout premier lieu du temps de génération. C'est-à-dire que plus on a un temps de génération qui est court, plus on est capable d'accumuler plein de générations dans un même laps de temps. Et alors Kelly, tu le sais puisque tu as fait des études de bio. Mais en fait, ce qui se passe, l'évolution fonctionne par l'accumulation de mutations qui interviennent de génération en génération. Plus tu as de mutations, plus tu as de possibilités d'évolution, et c'est quelque chose qu'on connaît très bien, et notamment c'est le mécanisme qui est à l'origine de la résistance des bactéries aux antibiotiques. Les bactéries se renouvellent tellement vite qu'elles sont capables de développer des adaptations aux antibiotiques.
Et le phytoplancton, comme c'est des organismes unicellulaires, c'est des organismes qui se reproduisent très vite, prend une diatomée et elle peut se reproduire tous les jours. Donc c'est absolument énorme. Et on a des capacités, donc ouais, on a une possibilité d'adaptation. Néanmoins, il n'empêche qu'on a la certitude aujourd'hui que les changements de température de l'océan vont engendrer des changements dans la composition du phytoplancton. Ça, c'est une certitude, avec notamment un déplacement de la balance entre les deux principaux groupes de phytoplancton, qui sont les diatomées et les dinoflagellés. C'est pas impossible que les océans, là où aujourd'hui ils sont plutôt dominés par les diatomées, deviennent un petit peu plus dominés par les dinoflagellés. Et ça, on sait que ça a posé un problème. Alors, c'est notamment c'est une thématique dans laquelle on travaille un petit peu dans mon laboratoire. Notamment parce que vu que ce plancton il est à la base de toutes les chaînes alimentaires marines, tous les organismes marins, y compris ceux qu'on consomme, en dépendent pour se développer, et notamment pour un type de molécules très particulier. Alors vous allez me dire, on va dans le très 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 précis, qui sont les oméga 3. Alors, ces oméga 3 dont on vous parle, on vous vend de la margarine enrichie aux oméga 3, du beurre iso plus avec ces molécules. Donc c'est des acides gras, c'est des graisses, mais qui sont très particuliers et qui sont très importants. On en a besoin vraiment de ces oméga 3. Et en fait, et notamment de certaines molécules, notamment deux, qu'on appelle le DHA et l'EPA, qui sont exclusivement produites par le phytoplancton. Et on sait que le phytoplancton, quand on lui augmente la température, il en produit moins. Et ça, c'est un problème, et c'est déjà un problème concret. C'est que, par exemple, chez les consommateurs de phytoplancton, comme les sardines aujourd'hui sont beaucoup moins grasses parce qu'elles ont un plancton qui est déjà beaucoup moins gras parce qu'il produit plus ces molécules ou beaucoup moins ces molécules. Or, nos sardines, les sardines, notamment ici en Bretagne, on les pêche beaucoup et on les pêche pour les mettre en conserve, hein, ces fameuses boîtes de sardines. On a tous déjà mangé des sardines en boîte. Pour qu'une sardine puisse être conservée en boîte, il faut qu'elle ait un taux de gras minimum. Et aujourd'hui, de plus en plus, les sardines n'ont plus ce taux de gras. Tout simplement parce que vu que l'eau est plus chaude, elles ont moins besoin de gras. C'est assez intuitif. Hein, avant l'hiver, on fait sa petite ceinture abdominale pour passer l'hiver bien au chaud. Les sardines font exactement la même chose. Et aujourd'hui, les conserveurs dans le sud du Finistère se retrouvent de plus en plus à devoir refuser des cargaisons. C'est-à-dire que les pêcheurs vont en mer, ramènent des sardines, et finalement, les conserveurs les refusent. Et ça pose un gros problème, à la fois pour les pêcheurs et pour les conserveurs. Et à tel point que dans certains cas de figure, alors c'est pas encore la majorité des cas, mais les conserveurs de Douarnenez, alors qu'ils ont des pêcheurs à Douarnenez, sont obligés de faire venir des sardines du Maroc parce que les sardines de Douarnenez sont plus assez grasses. Voilà. Et ça, à l'origine de ça, il y a du plancton qui, parce qu'il fait plus chaud, produit moins de certains gras. Donc oui, c'est juste un exemple pour illustrer un petit peu comment les mécanismes très 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 fins vont être capables d'engendrer des conséquences assez majeures, et puis avec nous en bout de ligne surtout. Merci pour cette dernière remarque. Dommage pour nos sardines en boîte. Mais regardez, quand vous achetez une boîte de sardines, c'est forcément marqué l'origine. Ouais. Et donc vous verrez d'où elles viennent. Après, les sardines du Maroc sont très bonnes. Hein. Merci beaucoup. Je crois que nous allons arrêter de là plus là. Eh bien, merci beaucoup pour votre écoute.